Ok, on va pouvoir reprendre. Ça fait un certain temps. Vous voyez ce que nous avons là. Le numéro 3. Le numéro 3, et vous remarquez un petit détail sur ce numéro 3, c'est que on s'attendait à ce que la suite de ce que nous allait présenter, de ce que nous avait présenté Kojève, ce serait Kant et Hegel ensuite, en conclusion. Donc, à partir du duo Platon-Aristote, on s'attendait à un enchaînement qui allait conclure sur Hegel, après avoir beaucoup abordé ou avoir abordé à un certain point Kant. Et donc, la partie ici et la partie ici soient suggérées, soit abordées, mais de manière très succincte. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Parce que Kojève décide déjà d'en faire, étant donné que c'est le résultat de conférence, c'est pas tant lui qui a écrit, mais il en fait tout de même sa partie la plus importante au sein de cet essai, car on est face au plus gros texte des trois. Et donc, ce qui suit les traditions, les pensées, la thèse et l'antithèse, enfin plutôt la parathèse thétique et la parathèse antithétique, ce qui va suivre, ce sont ses héritiers. D'un côté, pour Aristote, les aristothéliens. De l'autre côté, pour Platon, les néo-platoniciens. Bon, académie, moyenne et grande, etc. Ok. Cependant, je vous avais dit aussi que cet essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne, elle est en 3 volumes. Donc ça signifie que si ce 3e volume aborde la philosophie stoïcienne et néo-platonicienne, elle ne risque pas, du coup, d'aborder Kant et Hegel. Et donc, la suite du développement de Kojève, qui devait de surcroît aussi aborder théologie judéo-chrétienne pour justement permettre d'introduire la parathèse synthétique, n'est pas présente dans cet essai. C'est pour ça que c'est un essai dans le sens presque premier du mot, c'est-à-dire Kojève a essayé, mais c'est un travail incomplet. Donc, cette partie 3, on va s'en servir, mais pas dans l'optique que j'avais en tête. J'aurais dû d'ailleurs être un peu plus vigilant, hein. En fait, c'était déjà indiqué en 4e de couverture, dans les parties 2, où en fait, on nous dit bien qu'on va de Thalès jusqu'à Proclus, mais on va pas plus loin. Bon, c'est pas grave, parce que, cela dit, on a beaucoup de choses à dire et à aborder avec tout ce que nous transmet Kojève. Et donc, la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur la présentation, plus ou moins, de la parathèse thétique de Platon, où on avait pu aborder, comment mettre en place, comment Platon a mis en place l'idée, la théorie des idées, la théorie des formes, à partir d'une volonté de faire un compromis entre la thèse de Parménide et l'antithèse d'Héraclite, et ce qui produisait cette étrange contradiction d'un point, donc d'une idée, en dehors du temps et de l'espace, sur lequel en fait on ne pouvait rien dire. Car, ce que rappelle Kojève, c'est que pour énoncer un discours, il faut se placer dans le temps. Et donc, si on ne peut se placer dans le temps, on ne peut rien dire. Bon. Et donc ça, c'était l'une des contradictions fondamentales de la parathèse thétique. Ok. Et je m'étais arrêté là pour ensuite ensuite
dans cette seconde partie, enfin dans cette quatrième partie plutôt, dans cette quatrième partie pour parler d'Aristote, et pour parler du coup de la parathèse antithétique. Mais je me suis rendu compte que j'étais quand même assez succinct sur Platon et sur ce qu'en disait Kojève. Un peu trop. Et que, étant donné que il est évident qu'on va pas réellement aborder la question kantienne et hegelienne, en tout cas aussi approfondie que je le souhaiterais, comparé à Platon et Aristote, je pense qu'il serait intéressant quand même de développer un peu plus sur Platon. Et sur comment, en fait, Kojève, par rapport au discours platonicien, mais aussi au discours aristotélien, va diviser en 3 parties le discours de la philosophie. Il va le séparer en 3 notions, 3 grandes notions, et il va un peu développer comment ces 3 notions évoluent, dégénèrent au sein de la pensée platonicienne d'un côté et au sein de la pensée aristotélienne de l'autre. Donc 3 grands axes qu'on va nommer. Alors, premièrement, un axe ontologique. Un deuxième axe énergologique. Et un troisième phénoménologique. Ok. On marquera la présence du trait d'union ici, que Kojève expressément place d'ailleurs, au lieu d'unir les 2 termes. Bon, si vous êtes familier avec la philosophie, le terme phénoménologie et le terme ontologique, ça vous dit quelque chose. Vous l'avez déjà entendu. Vous ne savez peut-être pas spécifiquement ce que c'est, mais c'est déjà apparu au sein de différents discours, donc on pensera typiquement à la phénoménologie de Hegel, par exemple, mais même à tout ce qui est travail de Searle au sein du XXe siècle, et ontologie, pareil, ça nous dit certaines choses, preuve ontologique de l'existence de Dieu, des trucs comme ça, bon, ok, ça nous dit des trucs, mais par contre, le deuxième terme là, lui, Kesako, énergologie, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, de manière générale, ces 3 termes-là, la définition va pas de soi. Et Kojève là-dessus va développer plusieurs choses. Mais déjà, il va les définir, ces notions. Alors, hop là. Alors, reprenons. J'ai fait une petite pause pour retrouver l'extrait. Donc, un passage qu'on va commencer ici. Je vais me permettre de le lire. Je vais me permettre de le citer directement, textuellement. Donc, à propos de Platon, c'est à partir de là que on va séparer, c'est à partir de Platon qu'on va séparer le discours du philosophique, le discours du savoir en 3 parties, donc qui ont été nommées ontologie, énergologie et phénoménologie. Citation. Car Platon s'aperçut que pour pouvoir parler sans se contredire, il fallait rendre discursivement compte non seulement du caractère donné de l'être commun à tout ce qui se révèle en tant que phénomène dans la durée étendue de l'existence empirique dont on parle, mais encore de la réalité objective de ces phénomènes, dans la mesure où ceux-ci ne diffèrent pas seulement du néant, mais se distinguent encore les uns des autres en s'opposant les uns aux autres d'une façon irréductible. C'est ainsi que depuis Platon, la philosophie complète son discours phénoménologique, qui décrit le monde où vivent les philosophes qui en parlant aussi de ce qu'ils en disent. Autrement dit, phénoménologie, discours qui décrit le monde où nous vivons,
qui en parlent en parlant aussi de ce qu'ils en disent, donc autrement dit, qui parlent aussi du discours de description. Donc c'est un discours qui décrit et qui parle de lui-même. C'est un point important que j'ai peu abordé, mais chez Kojève, la philosophie, le critère qui permet de déterminer si un discours philosophique l'est ou non, c'est le fait qu'il a un discours sur lui-même. Autrement dit, c'est un discours qui discourt sur lui-même. On parle de ce dont on parle. C'est donc en fait ce qui est énoncé ici, qui en parle en parlant aussi de ce qu'ils en disent. C'est une formulation un peu difficile à comprendre, qui peut paraître un peu étrange à cause de la double répétition, mais disons que déjà c'est pas la notion la plus complexe que va aborder Kojève, mais surtout ça, au fur et à mesure de la lecture, c'est quand même quelque chose qui apparaît de plus en plus clair. Donc, la philosophie complète son discours phénoménologique, non plus seulement par un discours ontologique, qui dit ce qu'il faut dire de l'être donné, en tant que tel pour pouvoir parler sans se contredire de ce qu'on dit de l'existence empirique dans son ensemble. On y reviendra. Mais encore par un discours énergologique, qui indique ce que doit être la réalité objective, pour que tout ce dont on parle puisse à la fois être ce qu'on en dit et apparaître tel qu'on le dit, même s'il faut dire alors que le discours lui-même apparaît et est sans être ni objectif ni réel. Ok. On a une mention que fait Kojève à propos d'Hegel, on se permettra. Jusqu'à Hegel exclusivement, ces trois discours philosophiques empiétaient les uns sur les autres, étant ainsi toujours et partout plus ou moins confus et indéfinis. Mais depuis Platon, un emplacement distinct était réservé à chacun d'eux dans le système philosophique, et la tâche de la philosophie eut désormais pour but de remplir d'une façon complète et adéquate le triple cadre établi par le platonisme systématique. Ok, donc notre triple cadre qui se trouve ici. Alors, on va essayer un peu de comprendre ce qui vient de nous être dit, mais donc, on a une partie phénoménologique, qui est donc descriptive du monde dans lequel on parle, descriptif du monde dans lequel on parle, et qui parle aussi de ce qui en est dit. D'accord. Ensuite, le discours énergologique. Celui-ci nous dit c'est un discours sur ce que doit être la réalité objective, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour que ce qu'on en dise, ce qu'on dise de cette réalité existe, en fait, tout simplement. Voilà, donc, phénoménologie, c'est un discours descriptif et qui parle aussi de lui-même. L'énergologie, c'est un discours qui donne les éléments pour que la réalité soit. La réalité objective, donc, la réalité qui ne dépend pas du sujet, c'est-à-dire de notre perception, mais qui est la réalité objet. Alors,
La notion de réalité objective, elle est très importante parce que Démocrite. Alors, je voulais pas initialement parler de Démocrite, mais on va être obligé. Et on va donc laisser de côté l'ontologie, laisser de côté encore Platon, laisser de côté Aristote. Pas pour très longtemps, je vous rassure. Mais on va revenir sur notre petit schéma. Et ouais, et oui, sur notre schéma du discours de la philosophie. Alors, bon, Thalès, hypothèse, thèse, Parménide, antithèse, Héraclite, ok. Vous vous souvenez, Parménide et Héraclite, bam, on arrive à la parathèse, Socrate, Platon, Aristote. Je vous ai parlé du fait que tout le reste, tous les autres philosophes se trouvaient en transition des parathèses pour atteindre la parathèse synthétique de Kant. Ok. Mais là, il y a qui? Il y a quoi là en fait entre la thèse et l'antithèse qui amène à la parathèse? Il n'y a pas des philosophes? Il n'y a pas de la pensée? Il n'y a pas eu des tentatives de parathèse avant Socrate, par exemple? Pourquoi est-ce que là, il n'y a rien? En fait, il n'y a pas rien. Kojève en parle de manière succincte, mais parmi les noms qu'il va donner, le plus important, c'est celui de Démocrite. C'est-à-dire que Démocrite est donc un antérieur, un prémisse à la parathèse. Et on pourrait s'attendre, au vu de son importance, à ce que je le mentionne plus tôt. Mais en fait, le problème de Démocrite, c'est que il a à la fois tout à fait sa place ici, et en même temps pas du tout. Parce que Démocrite, c'est pas un philosophe. Non. C'est pire ou mieux que ça, en fonction de comment vous voyez les choses. C'est un physicien. En fait, peut-être même le premier d'entre eux. Et c'est quoi l'idée, le discours de Démocrite, en fait, son axe central? Eh bien, c'est une notion que nous connaissons assez bien, même pour nous modernes, qui ne nous est pas tant que ça éloignée, qui nous est assez familière, c'est la notion d'atome. Alors, et la conséquence directe de cette notion... Attendez, excusez-moi. Ok, reprenons. Donc la notion d'atome, en fait, ce que nous dit Démocrite, c'est que l'univers, le monde dans lequel on vit, etc., est composé d'atomes. D'atomes indivisibles, tout à fait petits. En fait, on peut réduire notre monde, la matière, en une série de tout petits atomes uniques et indivisibles. Quelque chose qui nous rappelle un peu les idées, hein. Sauf que, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les atomes ne sont pas des objets de discours, comme l'idée, comme la vérité que les philosophes cherchent. Et ben ça va produire en fait un discours énergologique, c'est-à-dire un discours sur la réalité objective, sur quelles conditions, quels critères amènent à ce que la réalité, en tant qu'objet, soit là, existe. Et le premier à mettre en place ça, c'est Démocrite, avec justement sa notion d'atome. Et ça va un peu justement bouleverser la philosophie, parce que ça a amené le fait que, tac, on ne peut pas juste avoir un discours phénoménologique. On se doit aussi, en fait, compléter ce discours-là avec l'énergologie. Bon, donc ça, c'était la petite parenthèse Démocrite atome.
va essayer de parler de l'ontologie maintenant. On va reprendre un peu ce qui nous a encore été dit, donc. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, on va revenir sur le petit extrait avant. Mais depuis Platon, la philosophie ne se contentait plus de distinguer entre le monde phénoménal, où les hommes vivent en parlant, donc ça, discours phénoménologique, qu'on vient de citer auparavant, de décrire auparavant, et l'au-delà invisible. Donc l'au-delà invisible, qu'est-ce que c'est? C'est le monde des idées, hein, chez Platon, aussi nommé le cosmos aethos. Je vais juste revenir sur la petite notion de cosmos aethos, mais je vérifie cela. C'est ça. Non, excusez-moi, le cosmos noétos. Voilà, c'est le cosmos noétos chez Platon. Donc, le monde phénoménal où les hommes vivent en parlant est l'au-delà invisible qui ne se révèle aux hommes que dans et par le discours. Et donc ça, c'est le discours ontologique. Redéfini ensuite ici, un discours ontologique qui dit ce qu'il faut dire de l'être donné en tant que tel pour pouvoir parler sans se contredire de ce qu'on dit de l'existence empirique dans son ensemble. Autrement dit, comment avoir un discours sur l'existence empirique, donc l'existence empirique, c'est l'existence qu'on expérience, qu'on expérimente, qu'on connaît justement dans le monde, hein. Discours sur l'existence empirique. Qui dit ce qu'il faut énoncer sur l'être donné. On va aussi y revenir sur l'être donné pour pouvoir parler sans se contredire. Ok. Pas simple, hein. Ok, c'est quoi l'être donné? Bonne question, hein. Ok, ça y est, j'ai retrouvé l'extrait. Pas simple, là aussi. Ce soir est un soir plus difficile que les autres. Donc, citation sur ce qu'est l'être donné pour Kojève, qu'il assimile aussi à l'être vrai. En fait, et pour nous, l'être donné est l'ensemble de ce qui est commun à tout ce dont on parle, ce commun étant pour le moins le fait même qu'on en parle. Si l'on appelle néant ou non-être ce dont on ne parle pas, sauf pour dire que c'est ineffable, on peut appeler être, tout court, l'ensemble de ce dont on parle comme de quelque chose qui diffère du non-être, du moins en ce sens qu'on peut dire quelque chose de l'être, tandis qu'on ne peut rien dire du tout du néant, sauf qu'il n'est pas ou qu'il n'est pas l'être. Ok. Autrement dit, du coup, le néant, on ne peut rien en dire si ce n'est qu'il n'est néant, et tout ce qui n'est pas néant, de facto est l'être, et donc on peut en dire autre chose que dire qu'il n'est pas. Ainsi l'être donné, c'est-à-dire l'être dont on parle, est l'être différent du néant. C'est
ce que je viens de dire. Par conséquent, on doit dire que l'être donné... Alors, du coup, là, il y a un développement qu'on ne va pas continuer parce que ça a amené à d'autres notions que nous n'aborderons pas ce soir. Ok. Donc, l'être donné, c'est tout ce dont on peut dire autre chose que rien, en fait. Tout simplement. Que le néant. Que c'est le néant. Ok. On va pouvoir passer, du coup, à comment, chez Platon et Aristote, le discours ontologique, énergologique et phénoménologique prend forme. À quoi est-ce que leur discours ressemble? Voilà. Qu'est-ce qui se passe, le discours ontologique? Que devient-il chez Platon? Que devient-il chez Aristote? De même, dans l'énergologie et dans la phénoménologie. Et on verra ça dans une autre partie, parce que là, je pense qu'on a déjà abordé suffisamment de notions un peu lourdes, ou tout du moins sur lesquelles ma propre maîtrise n'est pas encore complète, même si cela dit, le fait de l'exprimer, ça me permet déjà de mieux comprendre certaines choses.